face aux inégalités territoriales, c'est le thème de cette prochaine table ronde et on va démarrer, Jérôme, tout de suite avec le thème de la santé augmentée. Oui, alors on parle d'inégalité territoriale. On fait juste une remarque avec Ariane qu'il faudra que pour la prochaine fois, on mélange quand même. En plus, on parle de parité femmes-hommes et je me rends compte que. En tout cas, on a le nombre de femmes et d'hommes. Bon, voyez, c'était la remarque qu'on se faisait. Exactement. Donc le diable se cache dans les détails, comme on dit. Et je sais que l'équipe a fait un énorme travail sur la répartition. Mais voilà, je pense que c'était un erreur. On s'est partagé, on voulait vous le dire. On y est en termes de parité, après en termes de mélange, il va falloir qu'on progresse. Voilà, voyez. Mais c'est toujours l'axe d'amélioration pour les 10 prochaines années. Voilà, parenthèse fermée. Loïc Chavagnier, donc vous êtes le responsable, directeur donc, des activités européennes de la santé chez EY. Et il y a un sujet sur lequel vous travaillez depuis longtemps, et surtout avec votre vision internationale, c'est sur la santé populationnelle. Et quand on parle d'inégalité territoriale, forcément, il y a pas mal d'initiatives qui ont été portées et qui doivent, un peu à l'image des questions qu'on va me poser, s'inspirer sur d'autres régions. Voilà. Pour vous, quel rôle joue le numérique dans l'accès aux soins, notamment dans cette thématique de l'inégalité territoriale? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Et surtout, merci à tous les deux de mettre ce sujet de la santé populationnelle en lumière. Parce que la santé populationnelle, ça n'est pas un concept innovant. C'est vraiment un besoin prioritaire pour répondre aux enjeux de notre système de santé. Et pour l'illustrer à travers peut-être 4 chiffres qui résument aussi les besoins de transformation. Tout d'abord, en fait, le déficit de l'assurance maladie en fait, est attendu pour monter peut-être jusqu'à 40 milliards d'euros à horizon 2030 si on n'engage pas en fait, un certain nombre de réformes un peu structurantes. Un tiers des Français sont dans des bassins de population qui peuvent être considérés comme des déserts médicaux. 9 millions de Français n'ont pas de médecins traitants. Et toujours, si on reprend un chiffre de l'assurance maladie, pour 1 euro dépensé, on peut avoir, en prévention, on peut avoir une économie de soins jusqu'à 3 euros, même si on sait toutes et tous que c'est plutôt une vision long terme. Et en fait, d'une certaine manière, ces chiffres rappellent à eux seuls l'enjeu de la santé populationnelle, c'est-à-dire vraiment la démarche d'agir sur l'ensemble des déterminants sanitaires, sociaux, environnementaux et territoriaux pour éviter l'apparition d'une pathologie. Et donc ça permet de souligner aussi que la santé populationnelle n'est pas quelque chose de nouveau. Et on voit beaucoup, pour revenir sur ce que tu disais Jérôme en introduction, beaucoup d'initiatives en fait, qui sont déjà mises à l'échelle à l'étranger. Et je voulais en citer 3. La première, l'Espagne, donc un pays très proche, qui a déjà mis à l'échelle le recours à la télésanté pour faciliter l'accès aux soins des populations rurales et isolées, notamment dans des régions comme la Catalogne et l'Andalousie. Et donc très directement, on voit ici que la digitalisation, elle sert de levier fort pour renforcer l'accès aux soins et la lutte contre les inégalités territoriales. Deuxième exemple, en fait, si on regarde cette fois-ci à l'échelle de villes ou de collectivités, et on voit beaucoup d'exemples à l'étranger, et pas uniquement, entre guillemets, le use case Singapour qui est très souvent cité, où on peut observer la mise en place de jumeaux numériques qui permettent d'anticiper, quartier par quartier, les impacts d'événements météorologiques, de la pollution ou encore de la transmission d'une maladie, avec justement l'idée de modéliser les impacts du lieu de vie sur la santé pour apporter directement des réponses adaptées aux populations. Et on voit également que le numérique est vraiment un levier puissant de lutte contre les inégalités territoriales associées au lieu de vie. Et un dernier exemple, alors je sais que on ne cite pas beaucoup en exemple aujourd'hui les États-Unis, même si on en a parlé tout à l'heure. On voit quand même de belles choses aux États-Unis, où par exemple l'État fédéral utilise des données sociodémographiques au niveau national pour renforcer l'aide alimentaire dans des zones défavorisées ou en tension afin de limiter la dénutrition et les risques de développement de pathologies. Et ce qui est intéressant en fait en corollaire à l'ensemble de ces initiatives, c'est qu'on voit le numérique, mais aussi on voit la donnée et l'utilisation de la data comme des vecteurs extrêmement puissants. Alors bien évidemment, la France n'est pas en reste pour la prévention et les initiatives territoriales. Donc on cite beaucoup l'article 51 qui permet de définir un modèle de financement dérogatoire, justement pour proposer des démarches d'accompagnement plus personnalisées et plus préventives. On sait aussi qu'on a un certain nombre de freins, une approche très curative, finalement une implication des acteurs territoriaux qui est insuffisante. On parle beaucoup de Smart City, mais on voit qu'on tâtonne en fait, notamment quand on fait référence aux quelques exemples que je citais.
Et on a aussi une fragmentation très importante des données. Et en fait, le message assez fort qu'on voulait passer tous les quatre, c'est que tous ces éléments rappellent en fait l'importance du binôme numérique et acteurs territoriaux, justement pour répondre aux défis du système de santé, car les territoires ont vraiment un impact massif sur la santé de chacun d'entre nous. Exposition à des pollutions, niveau de bruit, conditions économiques, prévalence des actions. Donc il y a beaucoup de déterminants de santé qui sont malheureusement liés en fait à son lieu de vie. Et c'est donc dans les territoires et le numérique qu'on peut trouver une partie des réponses. Et pour conclure, je voulais faire référence à une étude de Numéum qui va sortir dans quelques semaines et qu'on a eu la joie d'accompagner, justement pour souligner en fait l'ensemble des initiatives en fait qui sont en train d'être portées et mettre en lumière les actions nécessaires pour justement bâtir un modèle et pour rebondir sur ce que tu citais de santé augmentée en France. Merci beaucoup Loïc pour cette présentation de la façon dont la prévention, les outils numériques font partie des leviers pour optimiser le parcours de soins et lutter contre ces inégalités territoriales. Marie, votre société Biosensi propose une solution de télésurveillance. Cette solution, elle permet de prédire les exacerbations chez les patients insuffisants respiratoires. C'est un bon exemple de prévention, mais aussi de liaison ville-hôpital. D'ailleurs, l'efficacité de votre solution, elle a été validée récemment avec le programme IMEUSE. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Oui, on a parlé d'inégalité. Effectivement, la BPCO, la pathologie qu'on cible, est très inégale et très inégalement répartie sur le territoire. Et donc, le projet IMEUSE, comme son nom l'indique, s'est déroulé dans la Meuse, où il y a très peu de pneumologues, il y en a moins de 5. Pour beaucoup de patients BPCO. Donc, il y a plus de patients BPCO sur le territoire de la Meuse que oui, sur il y a des grandes régions qui sont les Hauts-de-France, l'Est, un peu l'Île-de-France. Voilà, mais en fait, c'est très inégalement réparti sur le territoire. Et avec aussi peu de pneumologues, ça faisait tout son sens justement de tester à cet endroit-là. Donc, c'est une solution de télésurveillance qui sécurise le patient au domicile. On suit les signes vitaux, on est capable de prédire les crises. Et ça s'inscrit complètement dans le parcours. Et on a parlé... ce matin, j'ai entendu le lien entre patients, soignants, etc. En fait, dans IMEUSE, justement, on a pu mesurer que 95% des patients se sentaient rassurés, justement, parce qu'ils savaient qu'il y avait un professionnel de santé qui regardait les données et qui anticipait et qui permettait d'éviter l'hospitalisation et gagner en qualité de vie. Pourquoi on parle des exacerbations ? Je n'ai pas mentionné, mais 1 an après la première exacerbation sévère, le taux de mortalité est 26%. Donc, c'est d'autant plus important et clé de le prédire et de s'inscrire dans des parcours complets. Alors Virginie Valentin, vous dirigez le CHU de Rennes et je sais que vous êtes convaincue par l'importance de créer ce lien entre l'hôpital et le domicile du patient. Je crois que vous partagez le même territoire aussi avec Biosensi. Comment les CHU peuvent contribuer à créer ce lien, ce continuum, je dirais même, entre le patient et l'hôpital ? Ce qui est passionnant quand on parle de numérique en santé à l'échelle des établissements de santé, particulièrement des hôpitaux universitaires, c'est qu'on a autant d'enjeux internes dans le fonctionnement de nos établissements et dans l'accompagnement des équipes et des patients qui sont dans nos murs, qu'on a d'enjeux de réflexion sur les organisations de soins dans lesquelles on contribue activement, à la fois parce que quand on est CHU, on est hôpital de proximité dans des grandes métropoles, mais on est aussi hôpital de recours. Et en fait, on voit bien, et je peux en témoigner pour la région Bretagne, que la question des inégalités territoriales, elle existe en fait à la fois sur le sujet de l'accès aux soins et ensuite sur l'organisation des parcours et de la prise en charge des patients. Et donc l'intérêt du numérique, quand on le réfléchit comme ça, c'est finalement de le penser en termes d'infrastructure, de parcours de soins et pas seulement comme outil technologique, avec l'intérêt en fait de pouvoir réfléchir dans une approche de réseau et non plus seulement de structure, d'établissement, d'organisation de professionnels de façon indépendante, mais en fait de penser la manière dont on travaille tous ensemble pour à la fois garantir une bonne accès aux soins des patients, puis une bonne prise en charge dans le cadre de leur parcours. Et à cet égard, quand on est CHU,
il y a plusieurs dimensions en fait, qui intègrent forcément la réflexion de la lutte contre les inégalités. C'est comment en fait, on met au service des patients, quel que soit le lieu où ils vivent, et des professionnels de santé, quel que soit le lieu où ils exercent l'expertise hospitalo-universitaire de nos équipes sur l'ensemble des territoires. Et donc ça, déjà, ça oblige à penser le réseau, parce qu'on ne peut pas tout faire soi-même. C'est aussi comment en fait, on réfléchit la continuité de l'information autour de la prise en charge des patients. C'est évidemment très important aujourd'hui pour les professionnels de santé, mais en fait, ça l'est tout autant pour les patients et pour les aidants. Et en fait, comment on pense déjà la transformation de l'hôpital, non pas avec l'idée que parce qu'on est CHU, on a vocation à tout faire, mais parce qu'on voit bien, y compris en regardant ce qui se passe à l'étranger, entre autres en Europe du Nord et dans les pays anglo-saxons, que progressivement, la notion d'hôpital elle-même se dilue pour être finalement un lieu de soins qui sait intervenir dans ses propres murs et à l'extérieur, avec sans doute à souligner un paradoxe qui n'est pas neutre et qui n'est pas simple en fait à traiter au quotidien. C'est que dans le numérique, on imagine en fait que tout est facile et que tout un chacun a les mêmes capacités d'utilisation. Et en fait, on voit bien que la question de la fracture numérique, à la fois dans les usages, mais aussi parfois tout simplement dans l'accès, peut se poser, et se pose évidemment avec les patients, mais se pose aussi avec les professionnels. Et je pourrais témoigner d'échanges que l'on a, y compris avec les équipes du CHU de Rennes, sur la façon en fait, de garantir que chacun s'approprie bien les outils, en capacité de le faire, et c'est bien utiliser aussi l'ensemble des éléments. Alors si je regarde le CHU comme il est aujourd'hui, évidemment à Rennes, mais en ayant travaillé dans d'autres CHU, je peux dire qu'il y a beaucoup de paramètres qui se retrouvent d'un hôpital universitaire à l'autre. On a sans doute, par les ressources qui sont les nôtres et les missions qui sont celles d'un CHU, évidemment de soigner, mais aussi de former les futurs professionnels de santé. Ça n'est pas neutre quand on parle de numérique, parce que c'est finalement au travers des stages à la fois des étudiants en santé, médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique, mais aussi tous les étudiants paramédicaux, comment en fait on transforme la formation pour la digitaliser finalement dans le parcours que suivent ces étudiants, mais aussi parce qu'on est CHU, on fait beaucoup de recherche et d'innovation. Et donc en fait, comment on réfléchit à la transformation du système de santé pour traiter précisément la question de l'égalité d'accès aux soins et la qualité des parcours sur tous les territoires. Moi, je retiendrai 4 points rapidement. Le premier, en regardant l'exemple du CHU de Rennes, c'est qu'on a des ressources pour pouvoir en fait penser la co-construction et la co-conception d'outils et d'infrastructures de parcours qui ne se résument pas au choix en fait d'avoir des solutions numériques données, mais qui réfléchissent en fait à l'organisation d'ensemble du parcours et la manière dont le numérique vient permettre l'accompagnement qualitatif des patients. Et à Rennes, on dispose d'un certain nombre d'outils. J'en citerai 2 en fait qui sont sur le même modèle de Living Lab, qui permettent en fait de mettre autour d'une question de santé, donc à Rennes sur le vieillissement d'une part et sur la santé des femmes d'autre part, la manière en fait de réfléchir ce qui est utile à la fois pour les patients, pour les professionnels, comment en fait on co-construit avec des industriels, parfois aussi avec des équipes de recherche et d'enseignement. Et c'est une manière en fait de mettre à disposition de l'information et de la réflexion, et de construire ensuite des partenariats avec des industriels pour contribuer soi-même à faire, ou bien en fait déléguer un certain nombre d'informations pour que des industriels se l'approprient. Et d'où l'intérêt aussi de regarder comment les politiques publiques aident à structurer tout ça. Et je citerai là aussi l'accompagnement dont beaucoup d'établissements ont bénéficié au travers d'appels à projets nationaux sur les tiers-lieux d'expérimentation numérique, qui sont aussi une manière en fait de réfléchir à la façon d'articuler tous les outils. Le deuxième point qui me paraît important, c'est qu'aujourd'hui, l'État accompagne l'investissement des établissements de santé sur les entrepôts de données de santé. Et donc, plus en fait, on capte de données, plus on est capable de les structurer, plus on est capable de les mettre en interrelation. Et à Rennes, on a la chance de pouvoir travailler sur un réseau entre les 6 CHU du Grand Ouest, Bretagne, Pays de Loire et Centre-Val de Loire. Et en fait, on a une masse de données. L'intérêt, c'est que ces données ne soient pas qu'hospitalières, mais aussi arrimées aux soins primaires. Et donc, à Rennes, entre autres, le Centre d'investigation clinique travaille beaucoup sur la question du développement des soins primaires, de la recherche en vie réelle, pour pouvoir en fait là aussi implémenter la réflexion sur quelles orientations numériques et quels outils on doit travailler pour pouvoir mieux prendre en charge les patients. Le troisième point que j'évoquerai,
c'est la question en fait des orientations de recherche et comment on utilise aussi la recherche en santé pour pouvoir travailler sur des approches qualitatives des parcours et pas seulement des approches technologiques sur ces parcours. Et le dernier point, qui est peut-être un sujet qu'on évoque moins, mais qui me paraît fondamental, c'est que quand on parle de numérique, quand on parle de développement des usages auprès des professionnels et des patients, et quand on parle d'accès sur les territoires, il faut sans doute qu'on investisse beaucoup plus le champ de la médiation numérique et comment en fait on garantit que les idées et la structuration des idées autour d'outils numériques deviennent ensuite des usages du quotidien, des usages adaptés, des usages pertinents, des usages éthiques. Et ça vaut autant pour le travail avec les professionnels ou futurs professionnels qu'avec les patients. Merci beaucoup d'avoir rappelé voilà, la coopération entre CHU, mais pas seulement. Alors j'allais vous poser la question, mais vous y avez répondu, la collaboration entre différents acteurs à l'échelle des territoires. Du coup, je me tourne vers vous, Marie. Vous, au regard de votre expertise, quel est votre retour d'expérience sur l'importance de la collaboration entre des acteurs à l'échelle d'un territoire? En fait, il existe vraiment une solution digitale qui s'intègre dans le parcours et je pense qu'effectivement, si on n'interagit pas avec les différents acteurs, il y a peu de chances de déploiement et de succès. Je crois que c'est juste une opportunité pour faire du lien. Donc nous, aujourd'hui, on est effectivement en pneumologie, on travaille avec les pneumologues, avec les hôpitaux, avec des CH, on travaille aussi avec des libéraux, mais on traite des patients chroniques et qui ont des comorbidités. Donc en fait, il y a aussi des cardiologues, il y a évidemment le médecin généraliste qui a un rôle de premier plan. Et en fait, on s'adresse à tous ces différents acteurs et on essaye de faciliter à notre échelle, évidemment, la coordination entre ceux-là. Et on a justement une expérience à travers un tiers-lieu, justement, une expérimentation qui démarre avec le réseau IPSO, qui est un réseau de généralistes, où on va aussi tester un parcours où justement aussi on prend en compte le patient et on le rend aussi acteur et en lui fournissant aussi plus de contenu, d'accompagnement thérapeutique, etc. Mais on le laisse, on lui donne aussi son autonomie s'il a la capacité, bien sûr, de le prendre. En fait. Donc il y a beaucoup de choses à faire, justement, à renforcer tous ces liens. Merci Marie. Docteur Vincent Bouvier, on va continuer avec vous, avec là aussi l'intérêt d'avoir la vision sur les territoires français, mais aussi vous présidez Vidal Group, donc avec une vision là aussi internationale. Et il y a un sujet qui nous semblait important, qui est autour bien sûr de l'équité des soins, et donc forcément l'harmonisation des pratiques médicales, qui est je dirais, le point sur lequel Vidal se positionne. On sait que chaque médecin a ses habitudes, ses connaissances. Et donc, quand on a cette inégalité territoriale, on a ce sujet de l'équité. Comment vous l'abordez aujourd'hui? Comment vous le traitez avec ce que vous développez au sein de Vidal? D'abord, on le constate, en effet, tous les jours, en tant que médecin ou patient, effectivement, qu'il y a une hétérogénéité de prise en charge qui est forte. Voilà. Il y a un consensus autour de la littérature, d'ailleurs, dans le monde, mais aussi et surtout en France, qui est très clair sur ce sujet. Et je vais citer un exemple, parce qu'il m'a frappé récemment, c'est celui des hystérectomies. Il y a un papier qui est paru en 2022 sur le taux d'hystérectomie en France, en fonction des régions. En Ile-de-France, c'est 145 pour 100 000 femmes. Voilà. Dans les Hauts-de-France, c'est 194 pour 100 000 femmes. Et dans la Creuse, c'est 266 pour 100 000 femmes. Voilà. Ça vous donne un exemple, évidemment, qui est volontairement loin de nos travaux à nous, mais une idée de qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, l'hétérogénéité des pratiques. Et bien sûr, vous avez les mêmes constats qui sont faits, notamment en chirurgie, sur les appendicectomies, sur les prostatectomies et sur tout ça. Voilà. Et ce qui me frappe dans l'exemple que je viens de prendre, c'est que vous voyez, les inégalités, elles sont bien sûr, on pense en premier lieu aux inégalités de moyens, aux inégalités de répartition de moyens entre les endroits, entre les régions et entre un CHU et puis un CH. Mais en réalité, sur l'exemple que je viens de prendre, c'est avant tout une question de connaissances. Aujourd'hui, vous voyez la prise en charge, on parle de santé de la femme, des cancers de l'utérus sont de plus en plus conservatifs. Et c'est ça qui explique en fait
ces différences, et on n'a pas besoin de plus de moyens pour conserver un utérus que pour l'enlever, au contraire. Mais on avait parlé ces dernières années ensemble où je disais que Vidal était devenu une boîte de tech. Et donc vous, pour résoudre en fait ces problématiques, vous avez vraiment beaucoup investi, peut-être pas jusqu'à 1 milliard, je ne sais pas, on en parlait tout à l'heure avec Mostafa Lassig, mais je sais que vous avez investi beaucoup d'argent pour notamment développer des solutions numériques. Est-ce que ça, vous pouvez nous en parler? Alors j'ai fait ce détour peut-être un peu long, mais pour affirmer une chose, Ouais. c'est que notre conviction, bien sûr, nous, Vidal, on est des industriels de la connaissance. Mais on pense que là, et dans l'exemple que j'ai pris, et je pourrais en prendre d'autres, notamment autour de la prescription, c'est la question de la connaissance qui fait la différence et qui crée soit de l'homogénéité, soit de la non-homogénéité. Voilà. Et c'est là où je crois qu'on peut avoir modestement un levier sur le sujet de l'amélioration, de la cohérence des pratiques, c'est en apportant de la connaissance supplémentaire aux professionnels en situation de soins. Voilà. Et dans notre domaine particulier, puisqu'on travaille, nous, sur la question, si vous voulez, de l'assistance à la prescription, on a beaucoup travaillé ces dernières années, et notamment grâce au numérique, ça a pu se diffuser pas mal, sur toutes les questions qui permettent de sécuriser les prescriptions. Mais maintenant, il y a un deuxième pan qui est en train de s'ouvrir, et qui est encore plus passionnant, j'allais dire, c'est celui, en fait, de la question des stratégies thérapeutiques et des standards of care. Comment est-ce qu'on peut apporter au lit du patient, aux professionnels, une capacité à se repérer grâce au référentiel sur non seulement quelle prescription n'est pas dangereuse, mais surtout quelle prescription doit être proposée à ce patient. Vous savez que la médecine est de plus en plus compliquée. On parlait de la BPCO tout à l'heure. La BPCO, quand vous regardez aujourd'hui la recommandation de bonne pratique sur la BPCO, il faut être assez fort pour s'y retrouver. Vous avez les prescriptions, vous avez la monothérapie des bronchodilatateurs, ensuite vous passez en bithérapie, ensuite vous passez en trithérapie, ensuite vous mettez de l'oxygène-thérapie. Et pour qu'un professionnel puisse se retrouver et appliquer les standards of care, il faut l'aider. Voilà. Donc c'est ça ce qu'on fait. Nous, on travaille à fond sur ce sujet pour intégrer cette connaissance dans les logiciels. Voilà. Et plus encore, ce qu'on apporte aujourd'hui, c'est sur quoi on travaille, ce qui est une merveille de la technologie aujourd'hui, c'est qu'on peut prendre en compte le contexte du patient pour y arriver. Et donc, amener, si vous voulez, ces référentiels de bonnes pratiques pour le professionnel, exactement à l'endroit où il en a besoin au moment où il travaille. Et par exemple, dans l'exemple que je viens de prendre, les systèmes commencent à comprendre seuls que le patient qui est en face de lui, il est déjà en bithérapie s'il a une BPCO et que probablement il faut lui proposer une trithérapie. Alors, Vincent, je crois que vous profitez aussi, on a parlé tout à l'heure de Novo Nordisk qui faisait une annonce. Je crois que vous avez également eu une actualité par rapport à Vidal. Oui, alors, merci Jérôme. En fait, c'est un peu tôt. Ça sera dans quelques semaines. Dans quelques semaines. Voilà. Bon. Mais ce qu'on va annoncer, effectivement, c'est exactement ça. C'est en fait un système qui vient enrichir tous les systèmes de prescription aujourd'hui disponibles. Et aujourd'hui, on équipe à peu près 80% des prescripteurs en médecine libérale aujourd'hui chez Vidal, donc, qui va venir apporter justement une capacité à pouvoir, pour un patient donné, permettre aux professionnels de vérifier si il est effectivement dans les bons standards de soins et de faire bien sûr ses choix lui-même. Mais ça, on pense que c'est extrêmement transformant. Et vous voyez, en termes d'impact sur l'homogénéité des pratiques, c'est très fort. Et ça nous soustrait complètement de la question du territoire, parce que ça va aller sur tout le territoire. Oui, et ça revient le sujet de la massification qu'on a évoqué sur la table ronde précédente. On a les mêmes sujets. Très bien. Stay tuned, Jérôme, pour de plus amples informations sur cette grande nouvelle. Bien. Eh bien, écoutez, on va conclure donc cette matinée de conférence ensemble. On tenait à vous remercier tous les quatre, à remercier bien sûr l'ensemble du public. J'ai reçu plein de petits messages disant c'était passionnant et autres, donc je vous le partage à vous toutes et tous. On fait donc une pause donc déjeuner jusqu'à 14h précise, puisqu'on a donc décalé de 15 minutes pour vous permettre d'avoir quasiment 50 minutes pour déjeuner. Et on reprend à 14h avec Arnaud Billy du groupe SFP Expansion, qui là aussi va partager une annonce, et puis également la continuité de, bien sûr, la conférence, et ensuite les ateliers. Bon appétit à tous, et encore merci pour votre attention.